Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? Not when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, le podcast d'Emmanuel Burdeau, épisode 16. Une grande nouvelle nous arrive ce mercredi 27 mars en salle, elle vient d'Argentine et porte un titre de film de gangster, Los Delincuentes, que je traduis par les délinquants, audacieusement. Oui, on va en parler. Son réalisateur, Rodrigo Moreno, alors qu'il est l'auteur de plus d'une dizaine de films, a été très peu montré en France, il est quasiment inconnu. Seul un de ses films précédents avait été montré en 2007, il porte le titre d'El Custodio, le garde du corps. Et j'ai vu qu'au moins 2 de ses films avaient été montrés à Berlin, mais ce qui semble quand même assez peu pour un cinéaste qui démontre là, en un seul film, avec celui-ci qui sort, une ampleur de cinéma assez considérable. Ça doit quand même nous interroger un peu sur... peut-être sur l'approvisionnement de films en France, parce qu'une telle cécité sur des auteurs qui nous paraissent hyper importants en ce moment est quand même troublante, quoi. Alors je parle d'ampleur à plusieurs égards parce que à propos de ce film, parce que d'une part sa durée, c'est une durée que j'ose même plus qualifier d'inhabituelle parce que énormément de films de plus de 2h30 maintenant sortent. Celui-ci fait 3h09, c'est sa durée objective. Sa durée subjective est très différente, entre un siècle et 5 minutes, ça dépend, mais en tout cas on s'y ennuie pas une seconde. Et l'autre ampleur, elle est peut-être plus géographique ou physique ou en termes d'espace, puisqu'il y a une grande richesse, une variété de paysages. Je pourrais d'ailleurs reprendre les termes qui sont évoqués par le film lui-même, en citant un poème, pour décrire très rapidement peut-être l'ambition géographique de ce film. Langage, visage, paysage. On sent que l'ambition de ce film est très grande, son amplitude, son ampleur également. En revanche, peut-être tout de suite, ce que moi j'ai envie de noter, c'est qu'il ne s'agit pas d'une ampleur démiurgique, un peu à la Coppola de la grande période ou d'un Scorsese encore aujourd'hui. C'est pas un cinéma totalitaire, au contraire, il y a une espèce de souplesse de la forme, une plasticité de la forme qui est absolument passionnante. Alors je ne sais pas par quoi on pourrait commencer, parce qu'un des principes, une des règles qui est devenue une règle sans qu'on se la dise, c'est que finalement on n'échange pas avant sur le contenu de ce qu'on va dire. Donc moi, je vais découvrir ce que tu penses du film. Je sais que tu l'as aimé, mais j'en connais pas les raisons. Donc, je sais que tu adores décrire, commencer par décrire peut-être les films. Est-ce que tu veux commencer une première esquisse de description ? Oui, c'est vrai qu'on essaie de garder un peu on va dire un peu la fraîcheur de la parole. Ce que je peux dire peut-être pour commencer, c'est que là depuis quelque temps, depuis qu'on fait ce podcast et que j'interviens à l'Eldorado, je revois, enfin j'ai réaccroché un peu les wagons de l'actualité du cinéma que j'avais laissé avec lesquels j'avais pris un peu de distance ces dernières années. J'ai raccroché un peu, mais pas totalement. Donc je dois dire tout de suite que je suis vraiment débutant en nouveau cinéma argentin. Ce nouveau cinéma auquel les Cahiers du cinéma, au numéro de mars, consacrent une quarantaine de pages, je crois, une trentaine de pages, donc font la une dessus. Donc moi, je connais très mal ce cinéma. J'ai pas vu La Flore, j'ai pas vu Trenque Lauquen. Trenque Lauquen, j'ai même pas vu son titre, manifestement. Voilà. En revanche, par une sorte de hasard, il se trouve que le film de Rodrigo Moreno, Los Delincuentes, s'inspire, je crois que c'est son producteur qui lui avait proposé de faire le remake d'un film de Hugo Fregonès de 47, 48, 49, je crois, qui s'appelle Apenas un delinquente. Moi, je traduirais par À peine un délinquant. C'est une émission spéciale traduction. Je l'ai vu, c'est un très beau film. On peut tout à fait faire l'économie de l'avoir vu pour voir celui-ci. Donc, ce que je peux dire pour commencer, c'est un peu comment j'ai découvert le film et l'expérience que j'en ai faite. Alors, je l'ai vu chez moi,
un jour, il faudra peut-être qu'on s'attarde un peu plus sur à quel point les conditions de découverte des films ont été profondément modifiées. Je l'ai vu chez moi. Le film est découpé en 2 parties. Et j'ai été pour une fois assez sérieux, puisque j'ai vu la première partie un soir. Et la deuxième partie, j'ai vraiment coupé. Au moment où on passe à la deuxième partie, le lendemain matin. Voilà. D'ailleurs, peut-être on reviendra, parce que la façon dont Moreno décide de couper semble parfaitement... peut sembler arbitraire, parce que le découpage en 2 parties ne correspond pas vraiment, il m'a semblé. En tout cas, dans le plan même, ça ne correspond pas vraiment à une césure dans le récit. Au contraire, on est dans la continuité d'un même, de même ascension d'une colline par un des deux protagonistes. Alors, en fait, je ne sais pas si je vais essayer de décrire, parce que le film, je n'en savais absolument rien, sinon qu'on m'avait dit que c'était un film de hold-up, et je ne voudrais pas tellement en dire plus, en tout cas sur le... Enfin, on va en dire plus, évidemment, mais... donc pour moi, le film est... le très grand plaisir que j'ai eu à le voir a reposé beaucoup sur la surprise. Tu disais que effectivement, on est dans ces durées qui sont en train de se normaliser, alors qu'à une époque, c'était l'exception, film plus de 3 heures. C'est vrai qu'en termes de durée, on est entre Oppenheimer et le film de Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut dire que pour moi, je me suis dit ça très tôt, et puis après, j'avais presque une certaine manière, j'avais envie de ne plus y penser. Pour moi, c'est du cinéma pur, dans le sens aussi pur cinéma, c'est-à-dire que je dirais que on est vraiment, c'est un peu bizarre de dire des choses comme ça, mais on est vraiment très proche. J'ai eu le sentiment par moment d'être vraiment très proche de ce que je recherche au cinéma. C'est-à-dire, alors, ce rapport à la durée que normalement nous offrent les films de 3 heures, c'est-à-dire, moi j'ai souvent constaté qu'en fait il est beaucoup plus facile de voir un film de 3 heures que de voir un film de 2h10, parce qu'on ne s'installe pas dans une espèce de durée comme ça avec une montée et une descente, même si la montée et la descente sont des motifs importants du film, mais on laisse les choses couler. Et on ne s'inquiète pas du temps, parce qu'il n'y a pas d'effet de compte à rebours, où je dirais, où il n'y a pas de temps... le temps n'est pas vectorisé, disons. Et là, j'ai absolument trouvé ça. C'est-à-dire qu'on entre là-dedans, le film se déroule très, très, très tranquillement. Il s'y passe des choses, dont un hold-up, un séjour en prison, de l'argent qu'il faut cacher, une fuite, pas une cavale, mais presque... Voilà, il y a quand même un peu un sentiment de danger, mais le sentiment de facilité, de plaisir... En fait, voilà, c'est un film qui renoue, à mon sens, avec quelque chose que le cinéma actuel a un peu laissé de côté par la force des choses, par la force du moment qui est le nôtre, de notre époque. Pour moi, c'est un cinéma de plaisir. Tout me fait plaisir dans le film. Ce qui ne veut pas dire que... On a pourtant affaire à 2 acteurs qui ne sont pas particulièrement... C'est pas les Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, je suppose, d'Argentine. L'un, qui est celui qui fait le hold-up au début. Alors, on donnera pas leurs prénoms, parce que à peu près tous les prénoms des personnages du film, y compris les personnages féminins, sont les anagrammes de Ramon, Norma. Donc, c'est pas la peine d'essayer de les etc. C'est pas la peine d'essayer de les mémoriser, parce qu'on s'y perdrait. Mais bon, on a donc d'un côté on a 2 employés de banque. L'un qui est un personnage un petit ourson, on pourrait dire, avec une barbe, un peu le visage rond. C'est lui qui commet le hold-up. Et puis l'autre qui va devenir, n'en disons pas trop, son complice, disons, son associé, son complice. Qu'on découvre au début du film. Moi, en plus, je pensais que c'était un personnage qui allait rester totalement secondaire, qu'on découvre au début du film, avec une Minerve, et qui, en fait, s'avère être un personnage... Un type très sportif, très anguleux, très musclé, qui court beaucoup, et qui voilà. Bon, bref. Et c'est l'itinéraire de ces 2 personnages. Alors, les 2 parties, est-ce que ça veut dire que la première partie est plutôt celle de l'un, et la deuxième partie plutôt celle de l'autre ? Je crois pas. Mais je voudrais quand même essayer d'expliquer, avant de te repasser la parole, ce que j'entends par cinéma pur. Parce que c'est un cinéma, d'abord. C'est un cinéma qui est, lui, alors justement, moi c'est peut-être pour ça que j'ai un peu de mal à le décrire, parce que c'est un cinéma que je trouve totalement descriptif. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout ce qu'il montre l'intéresse. Voilà. Et il le montre parce que ça l'intéresse. Je sais pas, moi, il y a un moment, il se retrouve avec son complice, il mange une espèce de pizza sur un comptoir. Bon, faut dire qu'il discute de hold-up comme si, à voix haute et intelligible, comme s'il n'y avait aucun danger, mais c'est passionnant. Il y a un disque, il s'agit d'aller au bureau, de partir, de prendre le bus, de descendre, de faire ceci. Tout est passionnant, je trouve. C'est un film qui est très en phase avec une sorte de vocation, on pourrait dire,
descriptive, réaliste, documentaire du cinéma, très direct, très 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 direct. Et justement, la question du film, on en parlera tout à l'heure, c'est progressivement, je dirais, le film, et ça, je me demande si c'est pas une fatalité ou une nécessité interne de ce genre de cinéma, progressivement, ce film qui est tellement posé, tellement serein, qui dégage une impression de souveraineté, je trouve, totale, progressivement, ce film qui s'écoule, hein, il y a de l'eau, il y a il y a du voyage, il y a de la route, va d'une certaine façon se replier sur lui-même. C'est-à-dire que les deux personnages vont devoir à un moment, disons d'une certaine manière, se retrouver. Le film va progressivement se mettre aussi à parler un peu de cinéma. Il va y avoir des effets qui sont des effets qui se donnent comme cinématographiques, par exemple le split screen. Il va y avoir aussi des effets de narration. Un personnage féminin, je ne dis pas plus, que ces deux hommes vont avoir en commun. Et je me suis interrogé, j'anticipe un tout petit peu, je me suis dit, est-ce que c'est une nécessité ? Ça, c'est toujours un truc qui me passionne. C'est quand on a une espèce de cinéma comme ça, très direct, qui est face à la réalité, face à ce qu'il veut montrer, est-ce que c'est possible de tenir cette espèce d'ouverture totale jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'à force d'ouvrir, on est atteint presque mécaniquement, je dirais, structurellement de vertige, et il faut que le film se replie, pour essayer de consister comme forme, voilà. Et je dirais que les moments où le film entre un tout petit peu dans l'ordre du commentaire, ce qu'à mon avis, il est très très peu, parce que je vois vraiment ce film comme une espèce comme une ouverture, voilà. Je me suis dit, est-ce que je dois considérer ça comme de la coquetterie ? Mais la coquetterie, pour moi, n'est pas une catégorie esthétique, pas une catégorie cinématographique, en tout cas. À quelle nécessité ça répond ? Voilà. De quel moment tu parles, alors Je parle, alors pour pas trop en dire encore, même si on finit toujours par en dire un petit peu, mais comme disait Danet dans Microfilm, on n'est pas le Pariscope, on peut raconter le film, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de Pariscope, donc on est vraiment tranquille. Et puis, c'est pas vraiment le « attention, spoiler film ». Je pense à cette histoire d'anagramme. Le moment où l'un des deux personnages rencontre 3 ou 4 autres qui ont tous des prénoms anagrammes autour de Ramon, Norma et tout ça, et où tout à coup, il y a une espèce d'ironie. Alors, pour moi, le film, et ça fait partie du genre de film, alors là, je parle vraiment avec des choses que, je dirais que, à la première personne, je puis dire, pour moi, c'est aussi le type de film qui est constamment drôle. Où il y a constamment une espèce d'ironie, mais qui d'une certaine manière, n'est que c'est une ironie qui n'est que pas le revers, justement, qui est que l'avers ou le revers d'une médaille d'un intérêt pour les choses. C'est-à-dire, tout est cocasse, tout est inattendu, tout est incongru, mais en même temps, avec une... Je veux dire, c'est pas appuyé du tout. La vie à la banque, dans cette succursale que le cinéaste, je le tiens d'entretien avec les cahiers, a choisi parce que c'est une succursale qui reste un peu dans son jus depuis les années 70, donc le film est un peu daté différemment. Dans cette succursale, la violence des rapports au travail. C'est intéressant parce que c'est un film qui montre par exemple la violence des rapports au travail, d'autant plus lorsqu'une enquête interne est mise en place pour savoir pourquoi cet argent a disparu. Mais c'est un film qui est sans violence. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est un film qui montre la violence, qui montre une certaine violence, notamment l'actrice, le personnage qui mène l'enquête, mais qui, lui, est totalement sans violence. Alors, pas tout à fait totalement. Il y a quand même les passages en prison, hein, puisque oui. un des deux personnages principaux passe 3 ans et demi en prison. Oui, il y a les passages en prison, mais il prend quand même un coup de couteau. Mais le caïd de la prison, oui, avec qui il finit par devenir ami, est interprété par le même acteur que son supérieur hiérarchique à la banque, et ce sont 2 emplois totalement différents, et ça crée là cet effet un petit peu justement de commentaire, ou de pli, ou de second degré, ou de méta, je sais pas comment dire, qui en l'occurrence je trouve extrêmement bienvenu, parce que ça désamorce totalement. D'un côté, on a ce supérieur hiérarchique qui s'appelle Del Toro dans la banque, qui est pas vraiment une terreur, on sent que ça l'ennuie plus qu'autre chose, il essaye de faire régner la terreur, mais il n'y arrive pas du tout, et d'un autre côté, il est ce Garincha, brésilien, je crois, en prison, où là, il fait vraiment régner la terreur. Mais de l'un à l'autre, c'est très intéressant. Il y a un jeu. Voilà, il y a un jeu. C'est un film dans lequel il y a du jeu, et ça fait partie des 2 ou 3 choses quand même qu'on se disait, parce qu'on ne fait pas tout comme ça en impro. Cette dimension de jeu, c'est quelque chose qu'on a pu trouver dans au moins un des films qu'on a abordé ensemble dans notre podcast, qui était le film de Itsaso Arana, qui est à la fois l'actrice et la compagne, on peut le dire parce qu'ils travaillent ensemble, de Jonas Trueba, et qui est un cinéaste, fait partie de ces jeunes cinéastes qu'on découvre. Bon, il est espagnol, mais enfin, il est espagnol et argentin, ça n'a rien à voir, mais enfin, bref. Et chez lui, il y a du jeu aussi, mais chez lui, il y a du jeu... Non, pour moi, c'est un peu la vraie question de ce film. C'est quoi le jeu en jeu, si je puis dire ? Est-ce que c'est un jeu
c'est typiquement le genre de film, Los Delinquentos, au bout d'une heure et demie, je me dis tout est possible. Arrivé à ce stade, tout est possible. Et pourtant, attention, on n'est pas dans... C'est pas de la science-fiction, ça. Je me dis tout est possible. Et quand on est devant ça, tout est possible, on se dit, tiens, est-ce que... ça peut être aussi un souci. Ça veut dire que peut-être le film ne s'est pas suffisamment donné de contraintes. Ça veut dire que peut-être il est justement peut-être simplement un peu ludique. Peut-être qu'il s'amuse, il distribue, il fait ceci, il fait cela, et puis après il passe à autre chose. Et je trouve que le film, ce film-ci, il est tout le temps sur la crête d'un cinéma qui serait un peu le virtuose de sa liberté, quoi. Et je pense que chez Trueba, parfois, lui verse dans cette virtuosité. Mais ce film, je ne sais pas si je suis tout à fait clair, ce film-ci, je dirais, il se tient toujours. Il se tient, on voit bien. Il suffit, et là je ne le révélerai pas, il suffit de voir comment le film se termine. Le film se termine à la veille, si je puis dire, pas la veille, mais enfin quelques secondes, quelques minutes avant que Non, tu fronces les sourcils, tu vois ce que je veux dire. Oui, avant que n'arrive un événement du récit qu'on attend. Voilà. Et il s'arrête là. Il y a le mot fin qui arrive, qui n'est pas un mot qu'on voit plus tellement à la fin des films. Là aussi, il y a un peu de jeu. Sublime plan, d'ailleurs. Un plan extraordinaire. Ces cordillères des Andes naissantes, tournées en pellicule. C'est magnifique, un type à cheval, qui va pour un petit peu... là, on peut penser au western, mais je ne vois même pas la nécessité de convoquer, même si on y pense évidemment, il va pour une espèce de... Qu'est-ce que c'est, une rencontre au sommet, un duel au soleil, on ne sait pas, et le film en reste là. Donc c'est très... moi, je trouve ça vraiment... Pardon, je dis beaucoup plus avant, mais je trouve ça extrêmement passionnant parce que tu as évoqué, je ne veux pas l'accabler, et puis certains m'ont déjà reproché, notamment sur les réseaux sociaux, je ne veux pas accabler Scorsese, mais c'est vrai que là, c'est tout différent. C'est un film qui ne cesse pas de découvrir ses possibilités. Ça, je trouve ça extraordinaire. Alors que le Scorsese, au contraire, ne cesse pas de se refermer les portes et de se remettre des couches de couverture. Mais tu as dit un mot que j'avais noté moi aussi, le mot de souveraineté, justement. Il me semble qu'effectivement, c'est un film qui adopte une certaine souveraineté sur lui-même, qui n'est pas la même que celle de beaucoup de cinéastes. C'est-à-dire, c'est pas une souveraineté totalisante ou qui voudrait le contrôle. D'ailleurs, la question du contrôle est hyper importante, il me semble, dans le film. Parce que quand on parle de jeu, et aussi d'un cinéaste qui va faire jouer ses acteurs, tout est dans une notion à la fois de contrôler l'image que va rendre l'acteur, mais aussi dans une forme de lâcher-prise, c'est-à-dire lui laisser un espace créatif pour que lui-même soit créateur de forme et apporte des choses au film. Il se trouve que le cinéaste en parle un peu dans l'entretien qu'il a fait avec les Cahiers du cinéma, où justement il essaie de désapprendre à ses acteurs les jeux forcés, lui dit un peu à la Marlon Brando, pour que les acteurs se fassent confiance et commencent à créer. Moi, je trouve qu'il y a des choses très très belles justement dans j'ose pas dire cette invention de souveraineté parce qu'il me semble qu'elle est quand même le propre de tout un cinéma qui apparaît depuis 10 ou 20 ans. Mais c'est-à-dire peut-être un héritage de Rosier, c'est-à-dire qu'on va destituer une certaine forme peut-être d'auteurisme à l'ancienne pour inventer un nouveau territoire de cinéma. Et je crois que ce film parle beaucoup d'invention de territoire, on pourrait presque dire d'utopie, ces espèces de fuites, de cavales qui sont des créations de bulles territoriales en dehors de Buenos Aires, puisque disons que toute la première partie a lieu à Buenos Aires, lieu de la banque, lieu du hold-up, où c'est un inside job, puisque c'est un des employés qui fait le Il ne faut pas s'attendre à un hold-up avec des flingues et tout. C'est un hold-up calme. Et d'ailleurs, ce rapport justement avec la quotidienneté, une certaine forme de banalité du travail, qui est très très bien représentée, enlève en fait tous les oripeaux héroïques qu'on voit habituellement dans les films de braquage. Il ne s'agit pas de deux héros, mais il s'agit déjà d'un premier type qui a cette envie de voler de l'argent, il se dit que c'est possible, et puis il embarque de force son acolyte, mais qui lui est mis finalement
finalement, il est contraint d'obéir pour pas se faire dénoncer, pour planquer l'argent pendant le temps que va durer l'incarcération du premier type qui a décidé de se livrer à la police pour pouvoir récupérer ensuite l'argent et vivre librement une fois la peine purgée. Et il se trouve que pendant sa cavale, il va rencontrer une femme. Voilà. Moi, je dévoile un peu l'histoire parce que sinon, ça me paraît compliqué peut-être de nous suivre un peu pour des gens qui n'auraient pas encore vu. Tu fais bien, même si cet épisode-ci sera diffusé quand le film sera déjà sorti. Non, mais tu fais bien. D'ailleurs, l'idée du type qui veut... En fait, il veut voler une certaine somme d'argent qu'il calcule très précisément parce que c'est la somme d'argent. Ça, je le dis aussi parce que c'est ce qui a été repris du film de Frégonèse, à peine un délinquant. Voler la somme d'argent qui correspond exactement au salaire que ce personnage toucherait s'il restait au même emploi jusqu'à sa retraite. Donc il fait une espèce de... Il vole, il calcule. Et il calcule également le temps qu'il va passer en prison. Il pense qu'il va être condamné pour tant d'années, mais que pour bonne conduite, il sera libéré avant. Alors, tu as évoqué le contrôle et Rosier. Peut-être tu pourrais nous dire en quoi... Je sais que tu as vu un autre film de lui, Une ville de province, je crois. Donc tu disais qu'il te rappelait aussi Rosier, parce que je dirais 2-3 mots. Oui, grâce à toi, j'ai pu voir un documentaire qui date de 2017 et qui est un documentaire très étrange. Donc de Rodrigo Moreno. De Rodrigo Moreno, donc qui est tourné dans une petite ville argentine qui s'appelle Colón, donc on pourrait traduire par Colomb. Et il est absolument étonnant parce que alors moi, pourquoi j'ai pensé à Rosier, parce que on a l'impression d'un touriste qui arrive dans une ville et il va s'attacher aux choses auxquelles un touriste va d'abord s'attacher, c'est-à-dire aux bâtiments, aux rues, mais aussi aux scènes cocasses. Donc il y a toute une série de cocasseries comme ça qui s'enfilent les unes derrière les autres et dans parfois ce qui se révèle presque de la fiction. Enfin, on se demande même s'il n'y a pas de la mise en scène. Et il y a une facétie absolue quand on passe d'une histoire à l'autre. C'est comme un petit portrait touristique d'une ville, mais qui s'avère d'une grande richesse au fur et à mesure des rencontres et des discussions, parce qu'il y a beaucoup de conversations filmées ou surprises comme ça. C'est un film extrêmement troublant, tourné là aussi en pellicule, dans une lumière qui se rapproche vraiment de Los Delinquentes. Alors, voilà, moi c'était un peu... D'accord, à propos de... Merci, je voulais dire deux trucs à propos de Rosier. C'est vrai que le scénario de Los Delinquentes, il reprend le schéma qui est celui de tous les films de Rosier, dont on parlait à l'époque où ce podcast était encore enregistré à Paris. C'était l'idée qu'on va quitter le travail, on va quitter la grande ville. Tous les films de Rosier racontent ça. Et la question de Rosier, qui lui a coûté très cher en termes de carrière, et c'est aussi la question de ce film-ci, mais que lui négocie très différemment. La question de Rosier, c'est et si jamais on ne travaillait pas, quoi ? Qu'est-ce qui se passerait si jamais on décidait qu'on pouvait vivre sans travailler, quoi ? Alors bon, Rosier, je pense que pour lui ça a été très, très, très dur, parce que comment faire des films d'une certaine manière sans travailler ? Je pense que si c'était une question qui traversait ces films, c'était pas pour rien. Là, c'est une question qui est posée, je dirais, plus directement et plus rationnellement que dans le et volontariste, beaucoup plus rationnellement que dans les films de Rosier. Les deux personnages, différemment, mais quand même, se disent, voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin qui me permettrait, pour continuer à vivre, sans travailler. Au fond, l'élément hold-up, il ne sert qu'à ça. Il sert pas du tout à... Il ne sert pas disons, c'est pas un film d'action, quoi. Mais il y a cette idée, et c'est vrai que... comment dire ? C'est vrai que le film, il est... Pendant tout un temps, en tout cas, avant que il rencontre cette équipe de tournage, donc avant que quelques dialogues parlent du cinéma, le cinéma n'existe plus, il y a un vidéaste qui dit que le cinéma n'existe plus, mais qu'en même temps, quand on lui demande s'il fait des vidéos, il dit non, il fait des films. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un double discours. L'un des deux personnages se trouve à faire le son, etc. Le split screen que j'ai évoqué. Mais jusque-là, et même d'une certaine manière au-delà, c'est un film qui
qui ne fait pas du tout, qui en ce sens est conforme à son scénario, ou c'est le scénario qui est conforme au film, parce qu'il ne fait pas du tout spectacle de son travail, le film. Il n'y a pas d'effets de mise en scène qui sont appuyés, il y a une espèce de... Très difficile, mais pour moi, il y a une espèce de déroulement pur, quoi. C'est-à-dire qu'on a une espèce de déroulement pur, et ce déroulement pur, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne va pas aller jusqu'au bout, parce que c'est ce que j'appelle ces effets de pli ou de repli. Ils ne sont pas simplement évidemment dans l'image, le split screen et tout, mais aussi il y a des flashbacks, et avec les flashbacks, évidemment, des révélations narratives qui vont changer la perception des choses. Mais je trouve que, au fond, ça me fait penser à quelque chose qui a l'air d'être un paradoxe, je ne sais pas si c'en est un, ça me fait penser à un cinéaste que, comme beaucoup de gens que j'aime énormément, qui n'a rien à voir avec Rodrigo Moreno, qui est Hong Sang-soo. Dans les films d'Hong Sang-soo, en tout cas, je dois avoir 3 ou 4 films de retard, mais je pense que c'est vraiment c'est tout à fait, ça reste légal, disons, vu le rythme auquel il fait ses films. Donc je ne sais pas où il en est exactement, Hong Sang-soo, mais pendant longtemps, Hong Sang-soo était quelqu'un qui racontait quasiment aucune histoire de façon chronologique. Et au contraire, comme on dit bêtement aujourd'hui, déconstruisait et on s'y retrouvait pas. Et comment dire, j'avais presque l'impression que, je sais pas comment, ou alors je peux prendre encore un autre exemple qui est, là ça va vraiment, on va s'éloigner encore plus, qui est, j'espère que je retomberai sur mes pieds, qui est l'exemple de Tarantino, dont on sait bien que c'est un cinéaste qui a commencé par raconter des histoires complètement dans le désordre chronologique, évidemment Pulp Fiction, on est le meilleur exemple, et qui plus il avance vers le récit linéaire. Once Upon a Time in Hollywood, ouais, c'est quasiment linéaire à l'exception de brefs flashbacks. Et j'ai l'impression qu'au fond, chez certains cinéastes, et là je reviens à Rodrigo Moreno, mais je pense aussi aux 2 autres, il faut parfois peut-être rompre avec la linéarité, je dirais, pour mieux la retrouver. C'est-à-dire que c'est pas du tout c'est pas du tout une attitude qu'on pourrait dire justement déconstructrice ou moderniste ou une pause qui consisterait à dire je ne veux pas raconter les choses de façon linéaire et continue et comme une route qui se déroule parce que la vie est plus compliquée, que je suis moins naïf et que tout ça. Au contraire, il y a peut-être l'idée que il faut en passer par là, que peut-être je dirais la non-linéarité est comme un truc qu'il faudrait conjurer d'une certaine façon. Et peut-être que c'est l'ouverture du film dont tu parlais qui permet, qui appelle une forme de langueur et donc de digression et de création peut-être de bulles comme ça, d'histoire à l'intérieur de l'histoire ou de... Oui, mais je pense aussi que, et ça c'est des choses qu'on retrouve chez beaucoup de même vraiment des tenants disons du modernisme, certains ont cette conviction qu'au fond, le vrai défi, c'est vraiment de raconter une histoire dans son déroulement chronologique. Que c'est ça qui fait le mieux apparaître les discontinuités. Et pas des discontinuités qui sont données comme pour elles-mêmes et qui fait hop, on bifurque, on revient, on repart. Et ce film m'a donné cette impression très tôt. C'est-à-dire qu'il y a... Encore une fois, il va y avoir à certains moments où un objet, un disque en l'occurrence, qui est passé de main à une main au début, va avoir toute une espèce de trajet en coude. Mais justement, ce trajet-là, il est comment dire, il est chronologique. Voilà. J'aurais presque envie de défendre aujourd'hui le récit chronologique justement dans le fait que c'est peut-être le type de récit qui laisse le mieux passer ce qu'il y a d'imprévu, de discontinu, de non chronologique. Voilà. Et pour moi, le film, il dit ça, il dit ça aussi. C'est là où je le trouve vraiment très fort, entre autres. Un autre aspect du film, moi, m'a semblé passionnant. Tu parlais tout à l'heure que monter et descendre faisait partie aussi du programme, un peu était très important. Oui, dans notamment le film. parce que l'ascension d'un endroit où il faut cacher le trésor, pour dire ça, et puis redescendre évidemment. Et à plein d'égards, cette opposition au bas est très opérante. Dans le travail déjà d'employés de banque, on voit que c'est des gens qui viennent quand même d'un milieu social, de petits employés, quoi, et dont la réalité sociale est quand même c'est pas foufou quoi. Cette vie elle est d'une grande monotonie, etc. Et essayer de se débarrasser, le programme c'est de se débarrasser de la monotonie. On pourrait presque dire que c'est aussi le programme du film, peut-être. Il y a quelque chose comme ça qui veut destituer
l'aliénation Ouais, travaille. mais Peut-être que sans c'est... aucune, ce ne sont pas du tout des personnages qui sont attirés par la richesse et la. Non. Ils veulent pas partir aux Bahamas. Non, et c'est pour ça, c'est pas contre leur pauvreté économique, c'est plutôt contre la pauvreté de la vie quotidienne, de leur... oui, d'ailleurs, un des deux personnages le dit, toujours le même métro, toujours les mêmes collègues, toujours le même endroit de travail. Pardon, je t'interromps, mais il s'agit, et moi je veux dire, je suis assez sensible à ça, il s'agit de substituer, de remplacer une quotidienneté par une autre quotidienneté. Il y a quand même un amour très, très, très net dans le film, et formulé à plusieurs reprises par les personnages, pour la vie quotidienne, pour Oui. alors, en l'occurrence, c'est plutôt la vie à la campagne. Voilà, c'est se dire, voilà, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on pourrait pas rester là? Et à un moment, je crois que l'un dit un des personnages féminins, et se faire une vie ensemble, quoi. Oui, Voilà. c'est même peut-être presque une limite parce que on a presque envie de se dire tout ça pour ça parce que lui, son rêve, c'est finalement de fonder une famille, avoir 3 ou 4 gosses avec elle qui s'appelle Norma et vivre avec un chien et à la montagne, quoi. Donc il y a presque un retour à l'ordre, mais de toute façon, c'est pas des furieux anarchistes. Il s'agit juste de gens qui essaient peut-être de s'offrir non pas une place au soleil, mais plutôt une forme de vie sans aliénation, je dirais, sans ce qu'on peut appeler une aliénation. Mais ce qui est très mystérieux, je trouve, ça continue un peu ce que tu viens de dire, ce qui est très mystérieux, c'est le rapport entre ce film qui est tellement ouvert et le fait que, malgré tout, à un moment, c'est un peu différent de ce que je disais tout à l'heure, parce que sinon j'ai vraiment l'air de trop me répéter, qu'à un moment, les possibles vont se refermer. Il y a une scène que je trouve très étonnante, je ne sais pas ce que tu en as pensé, je me suis demandé à quel point elle était délibérée. C'est le moment où celui qui a volé explique à l'autre où il va cacher l'argent. Et en gros, il lui dit, je sais pas, il doit lui parler d'un trajet de 1000 kilomètres, on imagine, et le type note rien, il lui dit quand même, tu prends tel bus, puis tu descends là, puis tu franchis le pont, puis tu passes une pierre, puis tu as un troisième arbre. Et le type ne bronche pas, c'est extrêmement clair pour lui, et d'ailleurs, ça va se dérouler comme ça. Donc il y a quand même un rapport entre le fait que c'est l'Argentine, c'est quand même un pays immense, avec des très grandes distances, enfin je crois. Hein. Et même à un moment, il prend un taxi pour partir, et le taxi lui dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, faites 200 km de plus, et puis vous me laissez là. Donc c'est quand même, voilà, des très grandes distances, et en même temps, on est manifestement dans des petits trucs, puisqu'il lui dit... tu prendras la 4e pierre, puis voilà. Ça m'a frappé. Et ce qui je trouvais ce moment très, très. Alors je savais pas s'il était parodique ou pas, parce que c'est le truc classique de cacher le trésor. Alors tu prendras l'arbre, et puis on sait très bien qu'en général, on fait un plan, puis on ne trouve pas le bon arbre, et puis dans un film de frère Cohen, ça aurait été ça. On se trompe d'arbre, on se trompe de trucs, puis c'est la catastrophe. Là, pas du tout. Il a un petit peu de mal à décrocher la pierre pour cacher l'argent dessous, mais il y arrive. Mais quand même, ça met la puce à l'oreille sur l'idée que dans cette immensité qu'est l'Argentine, dans cette immensité qu'est le film, il y a peut-être en fait, on est peut-être sur un seul chemin possible. Et c'est ce qui va se passer. Moi, je pense que maintenant, on peut le dire, c'est ce qui va se passer lorsqu'on va comprendre, et les personnages avec eux, lorsqu'on va comprendre que ces deux hommes, l'un étant en prison et l'autre n'étant pas en prison, aiment la même femme. Et là, on se dit, bon... C'est quand même un peu étonnant que dans ce paysage très ouvert, on n'est même pas en ville, on est à la campagne, tout ça, ils soient tombés sur la même. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait en conclure, pardon, hein, je reprends toujours mes histoires un peu très schématiques, que c'est un film au fond très 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 cruel sur l'idée qu'on peut pas du tout. On voudrait ouvrir, on voudrait sortir de la vie quotidienne, on voudrait sortir de la routine, on voudrait sortir du toujours la même chose, et puis en fait, on retombe sur un autre, toujours la même chose, mais qui est pire d'une certaine manière, parce qu'on pense que, je suis sûr que l'un et l'autre, enfin on le comprend très bien, se disent, j'ai rencontré cette femme au bout de ma longue escapade, de cette femme du bout du monde, c'était vraiment une sur 1 million. Non, puisqu'ils sont tombés tous les deux. On va comprendre qu'en fait, ils sont à 2 moments différents, bien sûr. Ils sont tombés les deux sur la même. Et le film se termine. Bon, voilà, maintenant on le dit, le film se termine avant que ces deux hommes se retrouvent, et d'une certaine façon, on imagine, puissent, délibérer, ou pas forcément délibérer, sur qu'est-ce qu'ils vont faire, puisqu'ils ont l'un et l'autre le même projet, qui est de se faire une vie avec le même argent, pourrait-on dire, et la même femme au même endroit. Mais le film reste là-dessus, totalement sur cette fin
Ça m'amuse parce que je citais tout à l'heure, on en parlait aussi dans la voiture, les microfilms de Danet. Dans les microfilms de Danet, donc ça remonte maintenant, c'était il y a 35 ans. Il ironisait beaucoup et ça m'a toujours surpris sur les fins ouvertes. Il trouvait que c'était fatigant les fins ouvertes. Pour lui, c'était vraiment une facilité. Bon, voilà. Alors là, cette fin est ouverte et moi, j'ai trouvé qu'elle n'était pas du tout une facilité, mais elle nous laisse quand même sur une note. Elle est très étonnante cette fin parce qu'elle est grandiose, elle est souveraine, c'est magnifique ce qu'on voit. Ce type qui descend, en plus il disparaît, je crois, du cadre, puis il rentre, il est là sur son cheval, et en même temps, ce qui se prépare, est sans doute, je sais pas comment toi tu le vois, mais est sans doute pas très gai. C'est pas un ménage à trois, en tout cas, sans doute, qui se prépare. Non. Peut-être même un règlement de compte. On est plutôt règlement de compte que ménage à trois. Mais en tout cas, cette variation, moi, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que cette variation d'échelle tout le temps, ça me fait aussi beaucoup penser à l'utilisation de la musique, par exemple, aussi, qui est quand même vraiment passionnante. Ouais. Les choix aussi musicaux, c'est-à-dire qu'il va choisir, alors j'ai noté des gens comme Violetta Parra, Astor Piazzolla, Bach, mais Bach, c'est une fugue de Bach. Saint-Saëns, c'est une fantaisie de Saint-Saëns. Poulenc, c'est une sonate, c'est-à-dire c'est des formes mineures tout le temps. On va, ou alors des musiciens qui se sont intéressés à la musique populaire, donc dites des petites formes. Et on sent qu'on est à la fois dans des grands cadres et on utilise des petites formes. Enfin, il y a sans cesse ce rapport qui joue quoi, dans le film. Et je reviens un peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire un programme hyper ambitieux, mais un jeu qui se révèle minimal, quoi, finalement. Et le film en est d'autant plus passionnant. Oui, mais c'est ce que, alors peut-être pour boucler la boucle, c'est ce qu'on ressent très vite au début du film, que le film va être très ambitieux. Déjà, on se dit que s'il dure 3h10, c'est pas pour rien, voilà. Qu'il va être très ambitieux, mais que cette ambition ne nous forcera pas la main du tout, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, c'est... Pour utiliser un mot un peu fort, parce que le film, par ailleurs, n'est pas tellement dans ce registre, pour moi, ce film, c'est un enchantement. Vraiment. Je l'ai vu vraiment comme un enchantement. Et pourtant, il n'est pas chanté, même s'il y a un peu de choses chantées. Mais il a quelque chose, ouais, de citer déjà... Alors là, ce ne sera pas Danet, mais ce sera Deleuze, comme vraiment que je change de crèmerie, mais je crois que c'est dans l'image-mouvement ou dans l'image-temps, plutôt, il y a un chapitre qui s'appelle « Des raisons de croire en ce monde-ci ». J'adore cette expression. Ouais, pour moi, ça fait partie des films comme ça qui nous... Dès les premières minutes, on a envie de se dire « En fait, le cinéma, c'est pas compliqué, quoi. » c'est pas compliqué. Enfin, d'ailleurs, on sait que c'est ce que Truffaut et Godard ont dit quand ils ont vu le Voyage en Italie de Rossellini. Ils ont dit « Bon, en fait, c'est pas compliqué, on prend une voiture, on met 2 personnes dedans, c'est marre, c'est fait. » C'était la révélation pour eux. Bon. Mais là, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Je me suis dit, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Alors, pour nous, c'est loin parce que c'est l'Argentine. Mais je trouve que c'est là, quoi. Tout ce qui est, c'est tout le temps là. Et dans l'entretien des cahiers, il dit quand même un truc étonnant à ce niveau-là. Il dit qu'il avait eu envie de filmer la poésie de la prison. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un qui croit qu'effectivement, qui est convaincu que chaque lieu, même un lieu qui n'est pas un lieu agréable, par définition, à sa propre beauté. Et pour moi, c'est une des choses capitales au cinéma. C'est la poésie de la prison, oui. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup ressentie dans les films de prison. La prison au cinéma, c'est toujours une utopie, presque toujours. Parce que la prison, c'est un endroit où chaque chose est à sa place, où il n'y a pas de geste, il n'y a pas de place pour le superflu, où il n'y a pas de place pour le gâchis, et c'est une utopie. Et il le montre là-dedans. Il le montre très bien. Il montre comment le type arrive. En plus, il est tout sauf un voyou, mais quand il repart, on a quasiment l'impression qu'il serre dans ses bras enfin, il peut pas parce qu'il y a travers les barreaux, mais enfin, il y a des adieux assez émouvants avec le caïd du coin. Enfin, il y a un truc comme ça de poésie. Et bon, par ailleurs, c'est l'endroit où la poésie, comme tu le disais tout à l'heure, la poésie au sens propre surgit. Oui. Voilà. Donc moi, c'est vrai que ça fait partie presque de la chose. J'ai beaucoup d'arrière-pensée quand je dis ça, mais ça fait partie de la chose presque minimale que je demande à un film. C'est que toute chose qu'il filme, il doit la trouver belle. Ça ne veut pas dire qu'il l'approuve. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous dire « tous en prison maintenant ». Non, mais il doit croire que cette chose, elle a
On a envie d'y croire, quoi. Voilà, et on a envie de la voir. Absolument. Ça fait écho à des choses qu'on a pu se dire, notamment sur le film de Jonathan Glazer, mais je pense qu'on a suffisamment montré qu'il n'était pas du tout nul, mais qui pour moi résolvait pas ce truc-là. Moi, j'aime les films quand tout à coup, il y a deux types qui mangent une espèce de pizza argentine, et où on coupe t'as vu, ils coupent le jambon, le fromage au ciseau, et tu te dis, mince, Alors t'as là, envie d'y être, quoi. Je monte en généralité, mais Pardon, il me semble que Moi, je suis déjà bien monté. Moi, je suis monté en fromage, mais tu peux monter en... il me semble que le film reflète quand même un véritable état du monde et un état du cinéma ensemble, quoi, dans un même mouvement. Bon, après, là, Et effectivement, on peut-être sait que pour, l'Argentine n'est pas non plus un pays où... Non, bien sûr. Bien sûr, sûr. je ne vais pas être naïf. Et justement, Au contraire, ce cinéma est très menacé. Et je reviens dans un des passages de la prison où ils lisent des poésies et lui en lit de plus en plus et il en lit à ses co-détenus, comme ça dans la cour de la prison. Et à un moment, un papier journal, enfin un journal est décrit par le poème qui est en train d'être lu comme les nouvelles froissées du monde. J'ai trouvé l'expression très très belle. Et je me demandais si c'était pas aussi peut-être une belle description de ce film, c'est pas mal, qui, comme tu le soulignais très bien, fait des plis et des replis. Et il y a peut-être que là, d'Argentine, puisque je parlais au début de ce podcast de bonnes nouvelles d'Argentine, peut-être que de l'Argentine nous viennent des nouvelles froissées du monde. Non, je crois qu'on aura compris qu'il faut aller voir, comment on dit, séance tenante, Los Delinquentes, moi, je le traduirais par les délinquants, personnellement. Mais voilà. Bon, on en reste là. Merci. Là. À la prochaine fois. Bounty Law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.